Bonjour à tous. Alors, je suis Myriam Pasquier et je suis formatrice numérique chez IPRA. Donc aujourd'hui, vous participez à une conférence autour du numérique dont la thématique est les services publics, comment y accéder. Donc je vais pouvoir vous présenter les différents services publics, du moins les plus importants, comment y accéder, ce qu'on peut faire dessus. Et puis, on va aussi parler de l'espace personnel, de sa création. Et puis, suivant le temps, on va pouvoir potentiellement découvrir un service public. Je vais vous laisser le choix, d'en choisir un précisément. Et puis, on va pouvoir le découvrir. Donc, certains participants rejoignent aussi la conférence. On va démarrer dans quelques minutes. Je vais vous représenter l'outil que Marlène a dû déjà vous présenter la dernière fois pour ceux qui ont assisté déjà à cette conférence le mardi dernier. Donc on va bientôt pouvoir démarrer. Pour Christophe qui vient juste de nous rejoindre, je suis Myriam Pasquier, une collègue de Marlène, si vous la connaissez peut-être, et je suis formatrice numérique chez IPRA, qui propose ces ateliers. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est les services publics. On va pouvoir voir ensemble comment y accéder, faire le tour des services publics les plus utiles, ceux dont on a le plus besoin, vous les présenter, comment y accéder, leur utilisation, et puis suivant le temps, je vous laisserai la possibilité de voter pour un service public qu'on va pouvoir regarder ensemble. Alors, sur les participants, j'ai avec moi Christophe, Julie, Lulu. Eh ben, bienvenue à vous trois. Et on va bientôt pouvoir démarrer la conférence. Alors, avant de démarrer la conférence, je voulais juste vous rappeler certains éléments. Sachez que vous avez la possibilité d'interagir avec moi. Donc, à votre droite, à droite de votre écran, vous avez un petit volet. S'il n'est pas développé, vous avez une petite flèche tout en haut à votre droite pour développer justement ce volet et l'afficher. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec moi via le chat. Donc, si vous l'avez aperçu, tout en bas du chat, voilà la zone qui est entourée sur le support en bleu. Vous avez la possibilité d'écrire. Donc, je viens juste de recevoir un message de Christophe. Bonjour à tous. Et vous allez techniquement voir mon message apparaître. Voilà, donc sachez que vous avez la possibilité de m'envoyer des messages ou si vous avez des questions ou des demandes particulières. Deuxième chose aussi que vous avez toujours dans ce volet, c'est les sondages. Donc quand au moment venu, je vais vous poser des questions. J'aimerais bien avoir votre opinion sur certaines choses qu'on va voir ensemble. Donc vous allez avoir une petite notification rouge. Il y a un petit son que vous allez entendre, il y a un petit bip sonore, mais si vous l'entendez pas, il y a un petit point rouge qui va s'afficher juste à côté de sondage. Et il suffit de cliquer sur le volet sondage et vous verrez apparaître la question que je vous pose. Il ne vous restera plus qu'à y répondre. D'accord? Vous avez aussi un troisième volet qui est questions. Donc dans le volet questions, voilà, entre le volet chat et le volet sondage, vous avez aussi la possibilité de me poser des questions et puis je vais essayer d'y répondre. Voilà, donc on va pouvoir démarrer notre conférence sur les services publics. Donc qui dit service public dit dématérialisation. Et du coup, première chose, c'est quoi la dématérialisation? Ça consiste à quoi? C'est la première chose à laquelle tout le monde pense, à laquelle vous pensez peut-être tous, c'est la disparition du papier pour les démarches administratives. Donc on le sait, hein, vous y êtes sûrement confrontés, il y a énormément de services publics qui maintenant sont devenus dématérialisés, c'est-à-dire qu'ils proposent tous des démarches en ligne via des sites internet ou des applications pour certains quand on est sur des appareils mobiles. Et la majorité d'entre eux proposent ce service-là, si je peux presque confirmer, le 100% des services publics proposent ça. Pour certains, ils maintiennent un tout petit peu le papier, mais la majorité oriente systématiquement vers les démarches en ligne.
Mais la dématérialisation, c'est aussi plus de liberté. Je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, les démarches en ligne me permettent de les faire à n'importe quel moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, j'ai pas besoin, comme c'était le cas avant, de me déplacer aux impôts ou à la sécurité sociale pour demander une attestation, faire la queue, voilà. Donc, c'est tout ça. Tout ça est caché un peu derrière la dématérialisation. On n'y pense pas toujours. On se focalise uniquement sur la suppression des papiers, mais c'est aussi plus de liberté. Voilà, je peux gérer mes services de manière instantanée, à n'importe quel moment. C'est aussi plus d'archivage, c'est-à-dire que quand j'accède à mon espace au niveau des impôts ou au niveau de la sécurité sociale, par exemple, ben, j'accède à l'ensemble de mes démarches. Je peux voir les démarches qui ont été traitées, celles qui sont en cours. Généralement, j'ai la possibilité, voilà ce que je vous expliquais, de suivre l'état de l'avancement de ma demande. Si on me demande des documents supplémentaires à ramener, et ben souvent c'est précisé aussi sur ces plateformes-là, sur ces sites internet qui nous permettent de gérer nos démarches en ligne. Donc la dématérialisation, il faut aussi penser à ça et c'est important de le préciser. C'est pas uniquement la suppression du papier, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Pour moi, j'avoue, c'est un vrai confort d'avoir cette liberté, de pas devoir me déplacer, plus faire la queue, avec le risque que mon dossier ne soit pas complet et devoir y revenir encore une autre fois. Donc voilà, c'est tout ça. Il y a aussi un confort d'accessibilité, d'utilisation, d'archivage. Donc tout ce que j'ai pu vous évoquer il y a un instant. Et puis il y a aussi un élément qui est aussi important à pas perdre de vue, c'est l'horizon 2022. C'est-à-dire que l'objectif de l'État, c'est que 100% des démarches administratives deviennent dématérialisées et qu'on puisse y accéder à tout moment. D'accord? Donc c'est un objectif dont on s'approche de plus en plus, hein, on n'est plus très loin de cette date-là, d'où d'où au niveau d'IPRA aussi ces conférences et cet accompagnement qu'on propose aussi au niveau de l'apprentissage et de l'acquisition, en tout cas, de ces services publics en ligne, comment on peut y accéder, s'en servir, sans que ça devienne vraiment un casse-tête et se préparer à ce fameux horizon 2022. Donc voilà, grosso modo, la dématérialisation, si on doit la définir, et les axes auxquels il faut aussi qu'on pense, et pas uniquement se focaliser sur la suppression du papier. Pourquoi ça déplaît, la dématérialisation? Le premier point qui revient, que vous allez peut-être partager, certains d'entre vous vont partager, c'est moins de rapport humain. C'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher à la dématérialisation, c'est qu'on a moins ce contact humain, moins ce face-à-face avec l'interlocuteur quand on se déplaçait, on échangeait directement avec la personne. Donc effectivement, il y a moins cet échange humain. On peut aussi, ce qui revient régulièrement, c'est que c'est des outils qui sont très peu intuitifs. Ça peut être un peu le cas, c'est-à-dire que quand on arrive sur un site internet une toute première fois, tous les sites internet ne ressemblent pas. Chaque service a construit son site internet d'une manière, même si on essaye au maximum de faire en sorte qu'il soit le plus ergonomique possible, le plus accessible possible, le plus intuitif possible. Effectivement, ça peut arriver par moment qu'on puisse chercher certaines choses. Je vous l'accorde que peut-être que pour les impôts, effectivement, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas forcément lié au site, mais c'est lié à la déclaration elle-même, avec toutes les petites cases, des fois qu'on a à remplir, M5, E6, on ne sait pas exactement dans quoi se positionner. Mais ça, c'est pas toujours forcément lié au site, mais à la démarche elle-même, qui peut être un peu compliquée ou nécessite en tout cas des connaissances autres, mais pour cela, on peut se renseigner et les sites internet proposés par ces organismes souvent ont aussi des explications, des documents, des écrits, des formulaires, des démarches détaillées pour pouvoir mener sa démarche, sa déclaration en ligne proprement dit. La migration trop rapide. Ce que je veux dire par ça, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est peut-être un peu brutal. C'est peut-être un peu brutal et ça s'associe très bien avec le fait que voilà, cette brutalité, ça a été annoncé, c'est perçu pour beaucoup de gens comme quelque chose de brutal. Et puis du coup, il n'y a pas eu tout l'accompagnement autour, toute la préparation, tout l'apprentissage des publics vers l'utilisation de ces outils.
Et d'autant plus que ça exclut du coup tous les publics qui sont en situation d'électronisme. L'électronisme, c'est-à-dire le public qui va présenter des difficultés face à l'utilisation de l'outil numérique, que ce soit une difficulté ou des personnes qui l'ont jamais utilisé, qu'on soit novice ou réfractaire, ou voilà, ou un besoin de réassurance, on peut être considéré dans cette catégorie de public, voilà, en difficulté face aux outils numériques. Donc, effectivement, c'est les raisons qui reviennent le plus régulièrement autour de pourquoi je n'aime pas faire mes démarches en ligne, ça me prive du rapport humain, avant c'était mieux, je me déplaçais et puis je réglais mes démarches simplement. Mais pour contrebalancer, n'oubliez pas aussi ce qu'on a évoqué juste avant, c'est-à-dire le gain de temps, le côté instantané et spontané, l'archivage, le suivi de son dossier. On n'a pas forcément besoin de se déplacer pour savoir où est-ce qu'il en est notre dossier. On peut y accéder à n'importe quel moment. On peut retrouver des documents qui datent des fois de plus d'un an ou d'un an et demi, chose qui n'est pas toujours possible quand on était sur des démarches papier. Alors là, je voulais votre opinion. Donc, vous allez recevoir un petit sondage pour savoir, pour vous, par rapport aux raisons qu'on a évoquées juste avant, quelles sont les raisons pour lesquelles les services publics vous déplaisent. Donc, je vais publier un sondage et vous allez pouvoir y répondre. Donc, vous allez recevoir une petite notification. Donc, allez-y, vous avez dû recevoir une petite notification. Donc, vous pouvez répondre au petit sondage. Donc, sur le volet à votre droite, vous avez dû avoir une petite notification pour pouvoir répondre à cette question. Je vous laisse quelques minutes. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont aperçu. Si vous avez des difficultés à y répondre, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Alors pour l'instant, voilà, j'ai une personne qui déclare que c'est des outils qui sont peu intuitifs. Voilà, vous êtes 2 déjà. Alors, ce qui revient pour l'instant, majoritairement, c'est que c'est des outils qui sont peu intuitifs. Alors, effectivement, je peux entendre cet argument, mais du coup, d'où l'intérêt de se former, de se faire accompagner, d'apprendre à utiliser ces outils. C'est ce qu'on a évoqué juste avant sur le peu d'accompagnement et cette brutalité qui a été perçue par beaucoup de personnes, hein, de basculer d'un coup vers un service complètement dématérialisé quand on a été habitué pendant longtemps à la version papier, et puis surtout qu'on n'a pas forcément l'accès, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ces outils numériques. Mais j'entends cet argument qui peut se tenir effectivement sur certains sites où on a besoin de chercher un peu plus, mais une fois qu'on l'a fait une première fois, du coup pour les autres fois ça devient plus fluide, plus intuitif. Donc effectivement la première fois peut prendre un peu plus de temps, nécessite un peu plus de recherche et d'accompagnement, mais pour le reste, la démarche reste identique. On va pouvoir la reproduire à l'identique par la suite. Alors, on va continuer notre conférence sur les services publics. Donc, les services publics, j'ai essayé de recenser ceux auxquels on pense le plus. Donc, il y a les impôts, d'accord, pour notre déclaration d'impôt, que ce soit sur le revenu, la taxe d'habitation, voilà, toutes les démarches liées aux impôts. Il y a la caisse des retraites aussi, qui propose un service dématérialisé où on va évoquer les possibilités et ce qu'on peut faire dessus. Il y a l'assurance maladie via le site amélie.fr où on peut justement accéder à tous les services liés à la sécurité sociale. Il y a les documents d'identité. Je ne sais pas si vous le connaissez, très peu de gens, en tout cas des fois d'expérience avec les participants à qui j'interviens, très peu connaissent le site internet, l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc c'est le site internet, c'est le service public en ligne qui nous permet de faire une demande de passeport, de pièce d'identité pour le permis, la carte grise, voilà. Et puis il y a la vie locale
Donc je pense à la mairie, donc souvent les mairies, la mairie de votre commune, pour beaucoup, pour ne pas dire la majorité des mairies, disposent de sites en ligne où on peut aussi gérer certaines démarches, des prises de rendez-vous, des documents qui vont toucher à la vie locale. Alors sur les impôts. Sur les impôts, donc le site exact c'est impôts.gouv.fr. Ce qu'on peut principalement faire dessus, donc ce que j'ai évoqué un instant, la déclaration d'impôts, la gestion du patrimoine, on peut justement payer ses impôts, on peut procéder au paiement directement en ligne, on peut signaler l'utilisation frauduleuse sur sa carte et on peut déclarer un changement de situation si voilà on a un bien supplémentaire, un mariage, une naissance, voilà, tout ce qui va toucher à notre changement de situation, on a la possibilité de le déclarer directement via le site internet des impôts. On n'a pas forcément besoin de se déplacer pour le faire. Pour l'assurance maladie, donc le site amélie.fr. Il n'y a pas d'accent sur le E, on se trompe souvent, mais amélie.fr. Donc, ce qu'on peut faire, on peut demander une feuille de soins, obtenir des aides. Donc, il y a des informations sur les aides auxquelles on peut prétendre. Aussi procéder à des changements de situation, hein, déclarer un changement d'adresse, un changement de situation personnelle. On peut suivre le remboursement de ces prestations, pas forcément que vers nous, mais aussi vers un tiers. On peut aussi suivre que quand on a visité le médecin tel jour, on a fait tel prélèvement sanguin, du coup que ça a été versé. Souvent c'est noté versement à un tiers, que du coup le remboursement a pu être fait auprès du médecin ou auprès du laboratoire. On peut demander une carte européenne d'assurance maladie, on peut déclarer la perte ou le vol de sa carte vitale, on peut commander une nouvelle carte vitale. Voilà, donc énormément de choses qu'on peut faire sur les deux sites que je viens d'évoquer. Alors pour les deux autres, ants.gouv.fr, ce qu'on peut aussi faire, c'est déclarer un changement d'adresse. Ça, généralement, c'est propice, c'est disponible sur tous les sites de démarche en ligne. On a des informations personnelles qui permettent de nous identifier, hein, notre adresse, notre information, numéro de téléphone ou adresse mail. Donc, ils ont ces éléments-là. Donc, on a toujours la possibilité de les modifier ou de déclarer un changement par rapport à notre situation, à notre adresse ou à nos coordonnées, de manière générale. On peut renouveler des documents d'identité, ce que j'évoquais tout à l'heure, le passeport, le permis, la carte nationale. On peut s'inscrire sur les listes électorales. On peut demander un certificat de solde de points pour le permis. On peut consulter combien de points il nous reste sur le permis et demander ce certificat. On peut refaire sa carte grise. Voilà, j'ai essayé d'évoquer les possibilités les plus communes ou les plus demandées qu'on peut faire sur ce site-là. Pour le site de l'assurance retraite, donc c'est pas uniquement pour les retraités, hein, c'est aussi pour les futurs retraités. On peut s'y inscrire pour préparer sa retraite, estimer le montant de sa retraite, demander le fameux relevé de carrière pour tous les régimes. On peut consulter ses paiements. Donc voilà, énormément de choses aussi qu'on peut faire dessus. J'ai évoqué ces 4 sites-là parce que souvent c'est les plus demandés et les plus communs, hein, ceux dont on a généralement le plus besoin. Mais ce qu'on va de manière générale voir pour ces sites-là, ça va être global pour tout le reste. Vous allez pouvoir le dupliquer. Le tout, c'est voilà, prendre un peu le temps, faire aussi preuve de curiosité. Et puis aller doucement découvrir le site internet, ce qu'il y a dessus, ce qu'il propose et ce qu'on peut exactement faire comme démarche. Alors, idem, je vais vous reposer une autre petite question, un autre petit sondage pour me dire quel service public vous avez le plus habitude d'utiliser. Alors, je vais publier le sondage et vous allez me dire lequel vous utilisez le plus. Donc, de la même manière, le sondage, il va s'afficher à votre droite. Donc, allez-y, vous pouvez y répondre. Alors, les impôts, c'est le premier qui revient à chaque fois parce qu'on n'a plus trop le choix, en fait, avec les impôts. C'est vrai. Donc, on va voir pour les autres. Alors, la sécurité sociale, les impôts. Ok, donc beaucoup pour les impôts, une partie pour la sécurité sociale. Effectivement, les impôts, beaucoup. Encore la dernière fois, j'étais avec une
une cliente d'Ypra qui était complètement agacée en fait parce qu'à chaque fois qu'elle essayait, d'autant plus là avec cette période-là de confinement, on a vu si on se met pas un peu à l'accès au service public, bah, du coup on est bloqué, notre dossier peut être ralenti. Très difficile d'après les retours des participants, des personnes que j'accompagne, de les joindre par téléphone. Donc on est bien obligé de passer par le service en ligne. Et puis ils avaient tendance à renvoyer aussi les gens vers, voilà, faites-vous accompagner, trouvez de l'aide et allez sur le site internet pour traiter votre demande. Ok, c'est noté, les impôts, je comprends bien, on n'a plus trop le choix, j'ai envie de dire. La sécurité sociale, souvent la sécurité sociale, je sais pas, mais moi, dans ma région à moi, pour la sécurité sociale, tout est sur rendez-vous. Donc déjà, il faut aller en ligne pour prendre un rendez-vous, pour pouvoir se déplacer à la sécurité sociale. C'était même le cas avant le confinement, et hors confinement, le fonctionnement était comme ça, donc ils réduisent au maximum les échanges et le contact direct avec le public, parce qu'ils proposent maintenant tout quasiment sur leur site internet. Merci à tous pour votre participation. On va continuer. Alors, la question de manière générale, là pour certains d'entre vous, donc voilà, le service dont vous avez le plus l'habitude d'utiliser, il y a les impôts, la sécurité sociale. Donc, c'est que vous avez dû y aller une fois, vous avez dû essayer d'y aller voir ou peut-être même faire, mais je vais retracer la démarche globale pour accéder à un service public, quel que soit le service public. Comme ça, on va généraliser la méthode et la voir de manière globale, de manière à ce que vous puissiez la dupliquer pour un autre site qu'on n'a pas pu voir ensemble. Donc, vous ouvrez votre navigateur internet, Chrome ou Firefox, ça dépend de ce que vous avez. Donc, le navigateur, c'est ce qui vous permet d'ouvrir la porte d'internet pour aller surfer dessus et naviguer dessus. Donc, sur votre barre d'adresse, ça dépend des habitudes des uns et des autres. Donc, si vous connaissez le site internet, c'est-à-dire que si vous savez exactement impôts.gouv.fr, dans la barre d'adresse, vous pouvez directement le saisir tel quel. Donc, sur mon exemple, à moi, c'est noté impôts.gouv.fr. Sinon, c'est amélie.fr ou l'assurance-retraite.fr ou ants.gouv.fr. Donc, si vous avez l'adresse exacte du site, vous pouvez la saisir directement dans la barre d'adresse, hein, tout en haut, à droite de votre navigateur, et vous validez avec la touche Entrée. Si vous ne connaissez pas, parce que ça peut arriver qu'on oublie, hein, je prends l'exemple de la sécurité sociale. Si je tape sécurité sociale sur votre moteur de recherche, il va pouvoir vous renvoyer des sites internet. Là, faites juste cependant preuve toujours de vigilance. Le premier résultat n'est pas toujours le bon. Là, pour mon cas, moi, ça a été le cas, donc on m'a automatiquement renvoyé sur la sécurité sociale. Mais je prends l'exemple, souvent, un exemple concret qui m'est arrivé aussi personnellement, de la carte grise. À un moment, j'ai dû une fois faire une carte grise. Et effectivement, j'ai pas saisi directement ANTS, donc j'ai dû taper carte grise à ce moment-là. Et donc, ça m'a renvoyé plusieurs sites internet. J'étais sur mon téléphone, j'avoue, donc j'avais pas le même confort qu'on peut retrouver sur un ordinateur. Et du coup, j'ai cliqué sur un premier site, mais c'était pas le site officiel de la NTS. Je m'en suis rendu compte au moment du paiement. Donc, toujours quand vous faites des recherches sur votre moteur de recherche, sur Google, soyez vigilant par rapport à quel site vous propose en premier. Vous avez toujours la toute première ligne, donc juste au-dessus de la ligne bleue, hein, le résultat de la recherche, juste au-dessus du résultat de la recherche, vous avez l'adresse du site exact. Donc prenez le temps toujours de vérifier ça avant de cliquer sur le site et d'y accéder. Donc voilà, pour résumer, j'ouvre mon navigateur, soit je tape l'adresse exacte du site, soit je procède à ma recherche et je cherche le site internet exact du service en ligne auquel je souhaite accéder. Ça, c'est les premières étapes. Par la suite, quand j'accède au site, on accède à ce qu'on appelle la partie publique. D'accord? Donc, si vous, moi, nous, les différents participants là à la conférence, on accède au site de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, on va tous accéder au même site internet. On va tous accéder à la partie publique. Dans la partie publique, qu'est-ce qu'on trouve? Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, on va trouver les informations sur les démarches possibles, sur ses droits, mais aussi des communications récentes. On peut aussi trouver des articles qui vont parler de certaines thématiques. Donc, tout ça, c'est la partie publique.
D'accord? Après, avant d'aller plus loin, je voulais faire un zoom sur, comment je pourrais appeler ça, sur les choses, on va dire, sur les éléments qui peuvent potentiellement déranger, en tout cas, des retours que j'ai, des choses qui peuvent perturber sur l'utilisation. Souvent, on va me dire, ben, j'ai été sur le site des impôts, de la Sécu, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, je savais pas trop sur quoi cliquer. Donc, je voulais faire un zoom sur un élément que vous allez à 100% retrouver sur tous les sites Internet, et notamment les services publics ou les services d'achat en ligne, peu importe les sites Internet, ce qu'on appelle les cookies. D'accord? Donc, quand vous allez la toute première fois sur un site Internet, on va rester sur notre exemple, celui de l'assurance maladie, je dis bien pour la toute première fois, vous avez forcément un bandeau, ça peut être un bandeau ou une fenêtre, comme sur l'exemple là que vous voyez sous les yeux, donc tout en bas. Moi, il s'est affiché tout en bas. Donc, il peut être tout en bas, il peut être des fois en haut ou au milieu de la page, ou ça peut être une fenêtre qui va venir se superposer au site Internet. Mais ce qui va être intéressant pour vous, c'est de repérer le mot cookie. C'est important de prendre le temps de lire ce qu'on vous demande. Donc, vous arrivez sur le site, il y a une fenêtre qui s'ouvre où vous avez un bandeau qui va vous bloquer la vue, c'est-à-dire qu'on vous demande de valider quelque chose, de faire une démarche à votre niveau pour accéder par la suite au site et pouvoir naviguer librement. Donc, vous repérez, à partir du moment où vous repérez le mot cookie, il ne faut pas en avoir peur. Vous allez avoir un bouton, comme là sur l'exemple que je vous ai mis, vous avez un petit bouton qui vous demande, voilà, d'accepter les cookies. Ça peut être sous forme de OK ou tout accepter, ou je suis d'accord. Donc les appellations sont différentes, mais en gros, il y aura un bouton pour valider que vous acceptez ces cookies, que vous avez, voilà, vous avez été informé des cookies. Alors, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi un cookie? Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, un cookie, en gros, c'est une sorte de petit programme informatique qu'on va installer sur votre ordinateur qui va permettre au site Internet, et ça, on vous le notifie dans le message, on va vous dire, si je dois lire l'exemple, ce site utilise des cookies qui nous permettent de vous proposer une navigation optimale, de mesurer l'audience du site et et pouvoir orienter des campagnes de communication, ainsi vous proposer des vidéos. Donc en gros, si je dois expliquer ce message, ce petit programme informatique qu'on va mettre sur votre ordinateur permet au site de, en gros, faire des statistiques sur son audience, sur, ça peut être les rubriques que les gens consultent le plus, à quel moment les gens se connectent le plus. C'est de manière anonyme, attention, hein. C'est pas, ils vont pas dire c'est Myriam qui s'est connectée tel jour à telle heure. C'est de manière anonyme. Ce qui les intéresse, c'est vraiment connaître l'audience du site et puis pouvoir potentiellement orienter des communications ou de l'information. Je vais pas, pour un site de service public, je vais pas appeler ça de la publicité parce que le but c'est d'informer sur une thématique particulière et de pouvoir cibler ça par rapport aux choses que vous avez regardées. On va plus orienter tel article qu'un autre ou telle information qu'une autre. D'accord? Donc c'est pas un virus, les gens peuvent penser ça, c'est pas du tout un virus. Vous êtes confronté à ça à chaque fois que vous allez sur n'importe quel site Internet, à chaque fois que vous êtes sur Internet, sur tous les sites Internet, qu'ils soient marchands ou des sites de services en ligne ou de services administratifs, vous y êtes toujours confronté. Donc, pour résumer, la première fois que vous allez sur un site, vous serez automatiquement confronté à ce fameux cookie. Le tout, c'est d'être vigilant. Il peut se présenter sous forme de bandeau ou de fenêtre qui va venir se superposer sur votre site Internet. Et le bandeau ou la fenêtre peut être en bas, en haut, au milieu. Et vous aurez un bouton pour valider leur dire, voilà, j'accepte les cookies. Et vous allez pouvoir par la suite continuer votre navigation. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Si vous avez une question sur les cookies, n'hésitez pas à m'écrire tout de suite, sachant qu'à la fin, je vous laisserai aussi le temps de me poser d'autres questions si on a d'autres qui viennent en cours. D'accord? Alors, donc, ça, c'est en ce qui concerne les cookies. Deuxième chose à laquelle on peut être confronté de temps à autre, c'est ce que j'appelle, moi, un peu des fenêtres intempestives. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir comme ça,
sur le site. Ça sera pas peut-être toujours le cas. Des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas. Et souvent, c'est des choses qui peuvent un peu vous perturber dans votre démarche ou du coup, voilà, vous gêner parce que vous y êtes peut-être pas habitué, vous n'avez pas l'habitude d'y être confronté. D'accord? Donc, là, j'ai pris un exemple qui m'a été, moi, proposé par celui de la sécurité sociale. Donc, c'est une petite fenêtre qui, une fois que j'ai validé les cookies, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte pour me dire « Sélectionnez votre caisse ». D'accord? En me demandant de saisir le code postal. Donc, ici, c'est tout à fait légitime. Dans cette petite fenêtre, on me demande mon code postal pour pouvoir m'orienter sur les informations qui vont correspondre à la caisse d'assurance maladie, celle dont je dépends. Moi, donc, pour ce type de fenêtre, pareil, prenez le temps de lire ce qu'on vous demande. Si on vous demande de rentrer une information qui vous semble utile et intéressante, donc faites-le. Si vous n'avez pas envie de répondre tout de suite, ou si c'est une fenêtre pour faire une communication, pour dire bah maintenant, au niveau de la Sécu, nous proposons un nouveau service. Ce qu'on retrouve généralement aussi, c'est des fenêtres pour nous parler des gestes barrières ou des démarches ou pour télécharger l'application Tous Anti-Covid. Je prends ces derniers exemples-là qui est commun. On peut être souvent confronté à ça. Une petite fenêtre, un peu, voilà, c'est pas le terme publicitaire parce que l'objectif c'est d'informer. On n'est pas sur un service public, on n'est pas sur de la publicité, mais on est sur de l'information pour vous dire, voilà, attention, portez bien votre masque. Voilà, je prends cet exemple-là. Donc, voilà, on n'a pas envie de regarder forcément ça tout de suite ou on l'a déjà vu. Donc, pas de panique. Sur ces fenêtres-là, vous avez généralement une petite croix en haut à droite, comme on a l'habitude sur l'ordinateur, une petite croix pour lui dire de fermer cette fenêtre. Ça peut être un bouton pour dire ignorer ou un bouton pour dire passer, c'est-à-dire que j'ai pas envie de regarder, je veux passer cette étape. Donc, le tout, c'est d'aller doucement, de lire ce qu'on vous demande. Si ça vous semble utile, eh ben, répondez à ce qu'on vous demande. Si c'est pas le cas, repérez cette fameuse croix ou ce bouton qui va vous permettre de dire au site, bah, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de regarder, je passe. Voilà. Donc, généralement, vous avez cette possibilité-là au niveau des services publics. Donc, voilà, je voulais m'attarder sur ces deux points parce que souvent, il y a cette demande parce on va sur le site et puis on peut être un peu ralenti ou perturbé par ces éléments qui s'ouvrent. Donc, vigilance aux cookies, ça vous y êtes confronté tout le temps. Et si vous avez des fenêtres qui s'ouvrent de manière intempestive, répondez à la question si elle vous semble intéressante. Si c'est pas le cas, repérez un bouton ou une croix pour pouvoir fermer la fenêtre. Alors, on va continuer. J'accède au site de la sécurité sociale, par exemple. J'ai pris la sécurité sociale et le site amélie.fr comme exemple. Donc, une fois que vous arrivez sur un site internet de service public, la deuxième étape aussi importante, c'est repérer à quel endroit vous allez pouvoir accéder à cette partie privée. Tout à l'heure, on a dit que si on va tous sur le site de la Sécu ou sur le site des impôts, on accède tous à la partie publique. D'accord? Mais si je veux gérer mes propres démarches personnelles, j'accède à ce qu'on appelle le compte personnel, qui est un espace sécurisé, où je suis seule à accéder, je suis seule à pouvoir y accéder, avec un identifiant et un mot de passe, et je vais pouvoir gérer mes démarches et faire, voilà, les démarches qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, tous les sites internet sont généralement équipés de ce bouton-là. C'est juste qu'il va pouvoir prendre des formes et des appellations différentes. Sur Amélie, par exemple, c'est vers la droite, vous avez un petit menu où c'est marqué compte Amélie ou mon compte Amélie, c'est-à-dire j'accède à mon espace personnel. Et une fois que j'ai cliqué sur mon compte Amélie, eh ben, il me renvoie vers une autre page où il y aura deux boutons, soit me connecter si j'ai déjà les identifiants et le mot de passe. Si c'est la toute première fois, vous allez avoir un bouton « Je crée mon compte ». D'accord? Deuxième possibilité, ça peut être marqué « Espace personnel ». D'accord? Pour le site de l'assurance retraite. Toujours, alors je ne vais pas généraliser ça, mais en tout cas de constat, généralement, ces boutons-là sont situés toujours en haut à droite. C'est vraiment mon constat hein, sur l'ensemble des services publics où voilà, j'ai fait le tour, où j'ai l'habitude d'utiliser. Souvent, c'est situé en haut à droite. C'est aussi voilà, une manière pour vous aider à tout de suite vous repérer, d'aller voir en haut à droite de l'écran, est-ce qu'il y aurait un bouton qui va vous permettre
d'accéder à votre espace personnel ou de créer votre compte. D'accord? Ça peut, pour les impôts, c'est marqué mon espace particulier ou votre espace particulier. D'accord? Et toujours positionné au même endroit, en haut à droite du site. Donc, c'est important de pouvoir repérer ce bouton-là avec voilà l'appellation qui va vous donner du coup l'intuition. Vous allez vous dire, bah, c'est par là en fait, j'accède à mon espace personnel, j'accède à mon compte. Je vais aller cliquer sur ce bouton-là. D'accord? Donc, si c'est la première fois que j'arrive sur cet espace personnel, d'accord? On va continuer sur notre exemple de la sécurité sociale. Donc, je vais sur le site amélie.fr, je repère en haut à droite le bouton espace personnel. Et une fois dessus, c'est la première fois que je me connecte, je souhaite créer mon compte. Donc, je vais avoir un bouton qui va s'appeler « Créer mon compte » ou « Créer mon espace personnel ». Je clique dessus. Donc, en gros, on a toujours une sorte de formulaire à remplir avec certaines demandes. Donc, les demandes vont varier d'un site internet à un autre. Si je prends l'exemple de l'assurance maladie, on va vous demander votre nom, votre numéro de sécurité sociale, ce qui est logique, c'est ça qui va permettre de vous identifier de manière unique, votre date de naissance et votre code postal. Pareil, quand vous remplissez ce formulaire, allez-y doucement, suivez les étapes. Si vous voyez qu'il ne valide pas votre date de naissance, ben c'est qu'il manque potentiellement quelque chose dessus, qu'elle n'est peut-être pas écrite sur le bon format attendu. Quand il y a des petits points d'interrogation juste en face de la cellule, c'est pour vous donner des informations. C'est pour vous dire, par exemple, votre date de naissance doit être écrite sous forme de 01/01 barre ou 01 points ou sans slash. Donc, ça vous donne des informations si vous êtes un peu dans le doute ou que vous trouvez qu'il ne valide pas la saisie que vous venez de faire. D'accord? Sur mon espace retraite, pareil, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale, votre nom de naissance, votre prénom et votre date de naissance. D'accord? Donc, soyez vigilants à ça. Pour la sécu, si on vous demande votre nom, c'est uniquement votre nom. D'accord? Si jamais on a besoin du prénom, on va vous le dire. Donc, pas la peine de saisir, enfin, si je prends mon exemple, je vais pas noter Myriam Pasquier, je vais uniquement noter Pasquier. D'accord? Souvent, il y a aussi la distinction entre nom de jeune fille, nom marital ou nom de naissance. Voyez, donc, soyez juste vigilants à ça. Saisissez uniquement ce qu'on vous demande comme information. C'est ce qui permet des fois de vous retrouver sur leur base de données, de vous identifier de manière unique. Pour les impôts, c'est un peu particulier. Il vous faut le numéro fiscal et le revenu de référence. Alors, pour la création du compte des impôts, on a effectivement besoin de nos anciennes déclarations papier, si on les a, de ce qu'on a reçu. Donc, le numéro fiscal, vous le trouvez sur votre déclaration d'impôt. Et votre revenu de référence, vous l'avez sur l'avis d'imposition de l'année précédente. Donc, il vous faut, pour cette première création, ces deux éléments-là. Si vous les avez pas, vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer en contact avec les impôts et eux, ils vont pouvoir vous donner les informations pour accéder à votre espace en ligne. D'accord? L'étape qui est demandée par tous les sites, c'est la saisie d'une adresse mail. Donc, avant de créer votre compte en ligne sur les impôts, la sécurité sociale ou tout autre service en ligne, assurez-vous d'avoir une adresse mail valide. D'accord? Une adresse mail qui est déjà créée, à laquelle vous avez habitude d'accéder. D'accord? Parce qu'on vous demandera à un moment de saisir vos coordonnées. Et les coordonnées qui sont importantes et très souvent demandées, c'est l'adresse mail. D'accord? Souvent, elle va être demandée 2 fois. Il y a toujours une confirmation. C'est-à-dire, on vous demande de la saisir une première fois et vous devrez la ressaisir une deuxième fois dans la cellule juste en dessous. Confirmez votre adresse mail. D'accord? Parce que on va, à la fin de la création de votre compte, vous allez recevoir la confirmation. C'est-à-dire qu'à la fin, une fois que vous avez fini toutes les étapes qu'on va voir ensemble, vous allez recevoir un mail pour vous dire « Validez votre inscription ». En gros, c'est une manière aussi de s'assurer que c'est bien vous qui créez le compte et qu'on vous dit « Voilà, maintenant c'est fini, on a reçu votre demande, on a créé votre compte, mais il faut valider
Donc, vous avez un lien sur lequel vous cliquez pour valider votre inscription. D'où l'intérêt d'avoir une adresse mail valide et de ne pas se tromper quand on l'a saisie. On peut aussi vous demander, suivant le site internet, votre numéro de téléphone fixe ou portable. C'est pas toujours obligatoire s'il n'y a pas le petit astérix. Vous savez, il y a toujours un petit astérix pour dire ça c'est important, vous êtes obligé de le saisir. Ça l'est pas, c'est facultatif. D'accord? Donc, la partie saisie des coordonnées. L'autre partie qui est très intéressante sur laquelle on va s'attarder, c'est la saisie du mot de passe sécurisé. Et ça, c'est une étape qui est très importante qu'il ne faut pas négliger. Presque, je vous invite, avant de démarrer, à anticiper, à penser en premier à votre mot de passe, d'accord? Avant de me lancer dans la création de mon compte, j'essaie de préparer vers moi pour que ça soit aussi un moment voilà, que ça soit fait dans le calme. Souvent, on l'a dit tout à l'heure au début, c'est peu intuitif, voilà, on est un peu tendu des fois face à la création de ces espaces-là. On est déjà concentré sur ce qu'on nous demande, donc essayez d'adopter aussi une démarche, préparez les éléments papier que vous avez, vos numéros de sécu, votre adresse mail, préparez tous ces éléments-là autour de vous et anticipez votre choix du mot de passe, d'accord? Parce que c'est une étape importante. Quand on est pris de court, on a tendance à négliger ça. Et puis, on choisit un mot de passe qui n'est pas forcément sécurisé ou le site internet va refuser le mot de passe classique, c'est-à-dire le fameux 1, 2, 3, 4, 5 ou mon prénom avec ma date de naissance. La majorité des sites, des services en ligne refusent de l'accepter parce qu'ils ont ces informations-là. Ils connaissent vos dates de naissance ou des fois aussi des enfants, des proches. Donc, du coup, quand vous mettez, si moi je mets Myriam et que je mets ma date de naissance, il y a de fortes chances qu'on me dise, voilà, votre mot de passe n'est pas solide, choisissez un autre mot de passe. Et du coup, ça va tourner en boucle et c'est ce qui fait que des fois, on peut aussi s'agacer face à ces outils ou qu'on abandonne. Donc, on anticipe, on prépare les informations dont on a besoin et je réfléchis en amont à mon mot de passe. Comment je fais pour choisir mon mot de passe? Alors, les règles importantes pour le choix du mot de passe, la première, c'est le nombre de caractères. Moi je vous conseille d'être sur un minimum de 10. Comme ça, vous êtes sûr que ça passe. Donc souvent, le minimum demandé est 8, entre 8 et 12. Donc je choisis un mot de passe qui va contenir à peu près 10 caractères. Comme ça, vous êtes sûr que ça passe. La deuxième règle, c'est que mon mot de passe, il doit contenir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. D'accord? Des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Et que, quand je dis des chiffres, des lettres et caractères spéciaux, il faut qu'il y ait une lettre en majuscule, une lettre en minuscule, des chiffres, et qu'il puisse y avoir un point une ponctuation ou un caractère spécial, c'est-à-dire le arrobase ou le euro ou le dièse ou un signe de ponctuation, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Et puis, évident, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mot de passe anonyme. Donc, on évite les dates de naissance personnelles, le prénom, son prénom ou le prénom de ses enfants. On évite ces informations-là. D'accord? Souvent, sur les formulaires, au moment de saisir le mot de passe, vous avez une sorte de petit œil souvent situé à droite. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de voir ce que vous êtes en train d'écrire. Si vous ne l'activez pas, il va vous afficher juste des points ou des astérix, ce qui fait que des fois, on est perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a écrit, si on a mis la majuscule ou pas. Donc, pensez à cliquer dessus et au moment de la saisie, vous allez voir votre mot de passe apparaître en lettres, en caractères. Et du coup, vous allez être sûr que vous avez bien saisi votre mot de passe. Pareil, on va vous demander de confirmer votre mot de passe une deuxième fois pour être sûr que vous l'avez bien saisi et il faut que les deux cellules soient identiques. D'accord? Et pour finir, vous aurez toujours à accepter les conditions générales d'utilisation. Donc, il y aura toujours une petite case à cocher pour dire j'accepte les conditions générales d'utilisation. Vous cochez et puis vous validez ou terminez suivant le bouton qu'on vous propose. D'accord? Donc voilà, j'insiste vraiment sur le mot de passe parce que c'est une étape très importante. Donc anticipez la préparation, préparez-vous, installez-vous confortablement, préparez les documents qu'il vous faut autour de vous et puis allez-y en douceur et suivez les étapes qu'on vous demande. Vous serez aussi potentiellement confronté, je voulais vous parler de ça, de ce qu'on appelle les programmes CAPTCHA. C'est-à-dire que ça peut être
au milieu de la démarche, comme ça peut être à la fin de la démarche, de la création de votre compte. Donc sur les programmes CAPTCHA, en gros, l'objectif c'est de vérifier que vous êtes une personne réelle, que c'est pas un programme informatique malveillant qui essaye de créer un compte. D'accord? Donc ça va se présenter comment? Donc soit on va vous demander de cocher une case. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'image, on va vous dire est-ce que vous êtes un humain? Je ne suis pas un robot, donc vous cochez je ne suis pas un robot. Ça peut aussi vous orienter, peut-être que certains d'entre vous y ont été déjà confrontés à des petites images, et on va vous dire cliquez sur les images qui contiennent des voitures ou cheminées ou feux de circulation. Donc vous pouvez cliquer dessus. Alors il propose aussi des outils pour l'accessibilité, pour entendre les images. Donc voilà, et essayez aussi de voir dessus. Ça peut être aussi on va vous écrire des caractères, on va vous demander de les saisir. Donc les caractères sont un peu écrits de manière particulière, un peu en vague, si je peux dire. Et du coup, vous devez saisir les caractères que vous avez sous les yeux pour valider que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes bien une personne réelle qui est en train de créer cet espace en ligne. Donc ça, vous étonnez pas si vous êtes confronté des fois à ce type d'outils. C'est des programmes, ce qu'on appelle CAPTCHA, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de programmes malveillants qui vont créer des espaces en ligne. Alors, vous le verrez aussi peut-être, mais j'ai pris l'exemple encore une fois de l'assurance maladie. Vous aurez la possibilité aussi de créer votre compte ou de vous connecter via ce qu'on appelle France Connect. Alors France Connect, c'est quoi? Si vous voyez ça, là je vous ai mis le logo. C'est un dispositif d'authentification et qui va vous permettre de vous connecter à tous les sites des services publics. Tous les sites, donc Amélie, les impôts, Caisse des retraites, voilà, l'ANTS, tous les sites des services publics, vous allez pouvoir vous connecter avec ce service qu'on appelle France Connect et vous accéder à vos droits de manière facile. Alors, la particularité de France Connect, c'est quoi? C'est que vous vous connectez avec un seul identifiant et un seul mot de passe. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 10 000 identifiants et 10 000 mots de passe, un pour chaque service, je peux opter pour la création d'un compte France Connect. Et du coup, avec ce même identifiant et ce même mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter à l'ensemble des services publics. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le service public en ligne, il va vous proposer, vous connecter via France Connect et vous allez suivre la démarche pour créer votre compte et vous servir à chaque fois de ça pour vous connecter à tous les autres. D'accord? Donc c'est aussi une possibilité. Il y en a d'autres, on aura peut-être l'occasion sur d'autres conférences d'en parler. Quand on a différents mots de passe, on a la possibilité de demander à son navigateur de les enregistrer, de les sauvegarder. Et puis, il reste le moyen classique, vous me direz, d'avoir son petit carnet bien caché quelque part, bien noté au propre, tous vos identifiants et tous vos mots de passe, votre petit trousseau. Ça, c'est la solution vraiment finale. C'est sûr que c'est jamais mieux d'avoir quelque chose de personnel. C'est comme noter son numéro de sa carte bleue sur la carte bleue avec un post-it. Vous me direz, mais si vous l'avez à la maison, caché quelque part, c'est uniquement par moment que vous le sortez. Ça peut être une solution qui, malgré tout, reste très intéressante et que j'avoue, malgré tout, je favorise cette méthode parce que c'est aussi un moyen sûr d'avoir l'accès à ces identifiants et mots de passe, d'éviter de les perdre. Et du coup, pour certains, la démarche est compliquée des fois à reprendre. Si on essaie 3 fois le mauvais mot de passe, on peut être bloqué, on nous bloque l'accès au site. Donc voilà, c'est tous des éléments qui font que ça peut valoir le coup de les noter au pire des cas. Et j'espère qu'on aura l'occasion sur d'autres conférences de vous présenter comment je vais pouvoir sauvegarder mes identifiants, mes mots de passe, comment je vais dire à mon navigateur de les sauvegarder pour qu'il les mémorise pour les prochaines fois. Voilà grosso modo les étapes globales pour accéder à un service public en ligne. Je vais vous envoyer un sondage pour me dire le service public qui vous intéresse le plus. Donc un dernier sondage auquel vous pouvez répondre. Comme ça, on aura un tout petit peu le temps pour pouvoir le présenter. Je vais essayer de me connecter à un service public et vous présenter. Alors,
Alors, pour l'instant, j'ai un seul. Caisse des retraites, une seule réponse. Alors, pour les autres, je ne sais pas si vous avez vu le sondage qui a dû apparaître à votre droite. Alors là, c'est la caisse des retraites, la gagnante. Le gagnant, c'est la caisse des retraites. Ok, on va pouvoir. Alors, j'ai pas encore de compte à la caisse des retraites, mais ça peut être intéressant. Je vais pouvoir aller créer mon compte. Donc, vous allez suivre la démarche avec moi. Vous allez suivre la démarche avec moi. Je vais partager mon écran et je vais pouvoir vous montrer. Hop. Alors là, vous allez suivre les étapes une à une. Donc, je vais aller sur caisse retraite. Donc là, vous voyez, c'est le premier site qu'il m'envoie, donc l'assurance retraite, la retraite de la sécurité sociale. Et là, vous voyez, en haut à droite, il y a marqué espace personnel et ici, créer mon compte. D'accord? Moi, je n'ai pas encore de compte, donc je vais pouvoir aller sur créer mon compte. Alors, j'ai une question sur le chat. Faut-il utiliser Ecosia ou Lilo? Alors, Christophe demande, je vais pouvoir continuer après la démarche, si on peut utiliser Ecosia ou Lilo. Est-ce que pour les autres, vous connaissez ce que c'est que Ecosia? Alors, Ecosia, c'est un moteur de recherche, d'accord? Comme pour Google. Donc là, vous le savez peut-être, il existe plusieurs navigateurs, hein, donc plusieurs outils qui nous permettent d'accéder à Internet, comme il existe aussi plusieurs moteurs de recherche, d'accord? Le moteur de recherche, c'est un site Internet sur lequel on va pouvoir taper des mots-clés, comme sur Google, à ce que moi j'ai fait à l'assurance retraite, et pouvoir accéder, il va faire la recherche pour moi comme une passoire, et il va m'orienter les sites Internet par rapport aux mots-clés que moi j'ai cherchés. D'accord? Après, il existe plusieurs moteurs de recherche, donc notamment, si je prends l'exemple d'Ecosia, hein, Christophe, pour le présenter aussi aux autres participants. Ecosia, c'est un moteur de recherche qu'on va considérer, comment dire, plus responsable. D'accord? Plus responsable, c'est le type de moteur de recherche qui va être plus responsable, plus respectueux, que ça soit de la vie privée, mais pas que ça, hein, on va dire de l'environnement de manière générale. Après, est-ce que je préconiserais Ecosia ou le Google classique? La seule question, c'est-à-dire que ça m'intéresse votre question, je vais essayer, j'avoue, j'utilise pas Ecosia tous les jours. Voilà, j'ai comme moteur de recherche Google que j'utilise régulièrement. La seule chose à laquelle faudrait essayer, mais ça vaut le coup, Christophe, d'essayer, c'est de voir par rapport des fois à l'affichage. On est généralement quasi sûr que beaucoup de sites internet sont très adaptés en termes d'ergonomie, d'affichage et qui présentent pas de soucis quand on est sur Chrome. D'accord? Il faut juste essayer par rapport à Ecosia si on va remarquer comment dire, est-ce qu'il y aurait potentiellement, il n'y aurait pas de raison comme ça qui me viennent en tête, mais c'est vrai que des fois, sur l'utilisation de certains outils, la navigation n'est pas aussi performante, pour dire ce mot, la navigation n'est pas toujours aussi performante. J'ai jamais essayé sur Ecosia, j'essaierai par curiosité pour voir ce que ça donne. Et donc pour les autres, qui connaissaient pas Ecosia, j'ai pu vous le présenter. C'est un moteur de recherche qui va être plus respectueux de manière globale de la vie privée et de l'environnement. Beaucoup de gens préfèrent utiliser Ecosia par rapport à Google et vont reprocher beaucoup de choses à Google, notamment par rapport au respect de la vie privée. Le seul point qui reste à vérifier, je n'en ai pas du tout la certitude, c'est par rapport à la facilité de navigation. Comme ça, premier rapport, je dirais, il n'y aurait pas de raison pour que ça fonctionne pas, mais il faut essayer pour en être sûr. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Christophe? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser Ecosia, du coup? Je continue en même temps ma navigation pour l'assurance retraite. Donc, il me demande mon numéro de sécurité sociale que j'ai ici. Donc, je saisis mon numéro de sécurité sociale,
mon nom de naissance, voilà, parce que c'est mon nom marital, et mon prénom, d'accord? Et ma date de naissance. Alors oui, effectivement, je suis née un 1er janvier, c'est très drôle. Suivant. Donc après, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande mes coordonnées personnelles, donc je vais saisir une adresse mail. Donc là, je suis en train de saisir, comme vous pouvez le voir, mon adresse mail. Il me demande de confirmer une deuxième fois mon adresse mail. Donc je la ressaisis une deuxième fois. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, que j'ai bien saisi. Numéro de téléphone portable, il n'y a pas d'astérix, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, donc je vais lui dire suivant. D'accord? Donc ici, il me demande de choisir un mot de passe. C'est ça l'œil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc moi, j'ai un mot de passe qui fonctionne très très bien, que j'ai habitude d'utiliser. Donc je vais saisir un mot de passe voilà, qui me sert un peu. Et vous voyez, il valide plusieurs éléments en vert. Il en reste un, il ne contient pas de majuscule. Effectivement, mon mot de passe ne contient pas de majuscule, donc je vais en mettre une. Et là, il répond à tous mes critères. Vous voyez, contient entre 8 et 20 caractères, au moins un chiffre, au moins une majuscule, ni mon prénom, ni mon nom, ni ma date de naissance, et pas une partie de mon numéro de sécu. Je confirme mon mot de passe une deuxième fois et j'accepte les conditions d'utilisation et je vais lui dire terminer. On va voir s'il va me trouver. Donc ici, il me demande de enregistrer mon mot de passe. Donc je vais lui dire oui, je vais l'enregistrer. Et qu'est-ce qu'il vient de me dire? Là, dans cette fenêtre, un lien d'activation vous a été envoyé par mail. C'est-à-dire que j'ai dû recevoir un mail pour valider l'accès à mon compte personnel. Donc là, il ne me reste plus qu'à aller sur mon adresse mail, de cliquer sur ce lien, d'accord, pour valider l'inscription à mon compte personnel. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer directement le mail que j'ai reçu. Donc là, je vais arrêter ce partage et je vais repartager mon écran et je vais vous montrer le mail que j'ai reçu. D'accord? Donc là, vous devez le voir. J'ai reçu un lien. Il est ici le lien qui me permet de dire je confirme la création de mon espace personnel. Donc je vais cliquer dessus. D'accord? Et vous voyez, il m'oriente. Je ne sais pas, vous ne le voyez pas. Je vais repartager mon écran. Et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Voyez, donc il m'a orienté vers votre adresse mail a bien été confirmée. Donc il ne me reste plus qu'à m'identifier, qu'à saisir mon identifiant et mon mot de passe et accéder à mon espace personnel. Alors mon numéro de sécu, je m'en souviens pas très bien. Voilà, c'est celui-ci. Le mot de passe, non. Numéro de sécu, alors c'est le 2, voilà. Je vais ressaisir mon mot de passe et je vais me connecter. Donc voilà, là je suis connectée. Alors je découvre plein d'informations intéressantes. Je vais pouvoir, j'avoue, j'ai pas encore commencé à anticiper pour ma retraite, mais en tout cas, voilà, le site de la retraite, de l'assurance retraite se présente comme ça. Là, si on doit voir les démarches en ligne, donc voilà, je peux consulter mon relevé de carrière, je peux demander un relevé de carrière, certifier mon parcours professionnel, donc voilà, il faut savoir ce que c'est, mais généralement en cliquant sur un lien, il m'explique comment ça marche. À quoi ça correspond ce service, est-ce que je vais pouvoir faire dessus. Voilà, vous avez plein d'informations par rapport au trimestre, moi qui suis pas encore tout à fait en retraite tout de suite. Déclarer des trimestres de majoration et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, suivre ma demande en cours. Donc si jamais j'ai une demande que je fais auprès de l'assurance retraite,
et ben je vais pouvoir gérer ces démarches-là, vérifier si je peux bénéficier d'une prestation en veuvage, voilà. Donc l'ensemble des services est proposé, et là je ne suis pas sur l'espace public, je suis sur mon espace personnel, je le vois parce qu'il y a mon nom de jeune fille et mon prénom qui est affiché, donc c'est mon espace. Et généralement, si je veux me déconnecter en allant sur cet espace-là, vous voyez, il y a un bouton déconnexion qui va me permettre de lui dire je sors de l'espace de l'assurance retraite. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ferme sur l'espace retraite? Ceux qui se sont intéressés à ça, est-ce que vous avez des questions? On s'approche de la fin de notre conférence, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, à les partager avec moi. Christophe, je ne sais pas, j'ai répondu tout à l'heure à votre question par rapport à Ecosia. Bon, bah, très bien. Très bien, parfait. Essayez par curiosité, j'essaierai aussi. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de l'utiliser, non que je suis une grande partisante de Google, mais il y a aussi une facilité derrière. Je sais, voilà, je sais qu'il bloque des fois sur certaines choses aussi les autres navigateurs, donc j'ai un peu tendance à utiliser celui-ci. J'ai d'autres alternatives pour essayer de limiter le respect de la vie privée. Juste une chose que je voulais vous dire, Christophe, mais je le dis aussi aux autres, le choix du navigateur, c'est-à-dire que le choix de votre navigateur, ce qu'on va reprocher à Chrome par exemple, bah, c'est pas uniquement le choix du navigateur, mais il y a aussi les paramètres. C'est-à-dire que sur Chrome, il y a des paramètres que je peux sélectionner, que je peux modifier, qui vont me permettre de limiter, par exemple, l'accès à certaines données, essayer de protéger aussi un tout petit peu ma vie privée. Donc, tous ces éléments-là vont faire que le choix du navigateur, je peux pas juste dire, bah, c'est pas bien. C'est le navigateur, c'est un mix des deux. C'est quel navigateur je choisis et quels paramètres j'applique. Donc, en mixant bien les deux, je peux obtenir quelque chose de complètement cohérent. Donc, c'était un petit aparté par rapport à la question de Christophe autour du moteur de recherche Ecosia, mais j'ai pris l'exemple du navigateur de manière générale parce que je peux faire des paramètres dessus pour protéger au mieux, par exemple, la vie privée. Est-ce que pour le reste, pour l'assurance retraite, est-ce que vous avez des questions pour les autres participants? Pour Julie, Lulu? Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. C'est tout bon, bah super Julie. J'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions. Merci Lulu aussi. Bon bah super. J'ai pu, grâce à vous aussi, accéder à l'assurance retraite. Je vais aller découvrir ce site et puis voir à quel âge je vais pouvoir partir à la retraite. Voilà, merci à tous. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. On va pouvoir se retrouver potentiellement pour une prochaine conférence. Et puis très bonne fin de journée à vous tous. Prenez bien soin de vous. Et puis à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Ah oui, dernière chose, vous allez recevoir par mail la présentation que je viens de faire. Donc vous allez pouvoir la regarder encore et puis relire plus tranquillement tout ce que j'ai pu vous présenter. Donc on va pouvoir vous envoyer ça par mail. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.